vous remercie donc toutes et tous. Merci beaucoup à nos intervenants pour cette rencontre. Alors, possibilité pour les étudiants internationaux de travailler plus de 20 heures par semaine hors cadre universitaire. Donc, nos invités, Damaris Clémence Agbo, qui est étudiante internationale et doctorante en médecine moléculaire, Cynthia Mbouya Bengué, doctorante en épidémiologie et présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs étudiants et postdoctoraux de l'Université Laval, du STEP, donc, et Gembay Garsandji, doctorant en relations industrielles. Nous aurons donc en intervenant externe Maître Claude Junior Charles, qui est avocat au barreau de Port-au-Prince en Haïti, ancien étudiant de l'Université Laval et coordonnateur au droit de l'Allier. Après avoir présenté donc nos invités, pour une première question ouverte pour ouvrir le débat, et puis il y aura l'intervention par la suite donc de Maître Claude Junior, qui va nous donner son interprétation au niveau du droit par rapport à cette question-là. Et puis nous allons faire un deuxième tour de questions. Donc Cynthia, donc la présidente du STEP, va nous présenter les résultats de l'enquête menée par son syndicat auprès des membres du STEP. Finalement, qu'est-ce qui ressort des résultats de cette enquête menée? On va faire un troisième tour de discussion avant donc d'échanger avec vous qui êtes en ligne et qui prenez le temps de passer ce moment avec nous. Donc, je suis Mélina Seymour, je suis la directrice de la chaire publique Allier et je suis également étudiante au doctorat en sciences géographiques au département géographie de l'Université Laval. Je vous remercie toutes et tous d'être avec nous. Jim Fraser, donc le ministre de l'Immigration fédérale, a annoncé le mois dernier, le vendredi 7 plus précisément, que la limite de 20 heures hebdomadaires imposée aux étudiants internationaux sera levée. Cette décision est rentrée en vigueur le 15 novembre 2022 et ce jusqu'à la fin 2023. Nous faisons face à des graves pénuries de main-d'œuvre partout au pays. Nos employeurs ont la difficulté à trouver et à conserver les travailleurs nécessaires en cette période de reprise économique et de croissance, et l'immigration a un rôle à jouer pour combler ces besoins. That's why today I'm announcing that we're adding another important measure to help fight against Canada's widespread labour shortages, while also continuing to support international students. Beginning on November 15th until the end of 2023, we're lifting the limit of 20 hours per week that eligible students are allowed to work off campus while studying. This means that more than 500,000 international students who are already here in Canada are going to be eligible to work more if they choose to do so. Cette mesure soulève donc plusieurs questions dans la communauté estudiantine internationale, impact sur les études des étudiants, la santé mentale, la reconnaissance de l'expérience québécoise canadienne pour parler plus généralement, et pour l'obtention du visa post-diplôme ou de la résidence permanente par la suite. Donc, la rémunération décente et autres questions sous-jacentes. On va évoquer tout cela ensemble, donc je le disais tout à l'heure, donc avec nos invités qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Donc, vous aurez la parole aussi, le temps de parole pour que nous puissions échanger sur cette question-là. D'abord, je vais présenter donc la présidente du STEP avant de faire ce tour d'horizon. Donc, Cynthia Mbouya Bengué. Voilà, je ne veux pas me tromper. Donc, la participation de Cynthia à diverses causes sociales, communautaires et associatives fait partie intégrante de son parcours depuis près de 10 ans. Elle a été donc elle est bénévole pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC de l'Outaouais. Pendant 2 ans, elle a eu cette mission-là. Elle a contribué à l'organisation de l'une des plus importantes campagnes de levée de fonds annuelles, en plus d'offrir une aide administrative aux employés de la Fondation, favorisant ainsi le bon fonctionnement de l'organisme. Pendant la même période, elle a également été bénévole pour le Grand Rendez-vous pour l'autisme en Outaouais, une cause à laquelle elle a participé annuellement jusqu'en 2019 en contribuant au bon déroulement de leur plus importante campagne de financement ayant rapporté $50,000 lors de l'édition 2019. Le mouvement associatif étudiant tient beaucoup à cœur Cynthia et elle s'y consacre plus particulièrement depuis les dernières années. Elle occupe notamment depuis l'automne 2020 le poste de secrétaire du comité étudiant du réseau de recherche en santé des populations du Québec, dont l'objectif principal est de faire rayonner les travaux des membres d'étudiants travaillant dans ce domaine au sein de la communauté scientifique et du public en général. Cynthia a également pris part au syndicat
elle prend part, puisqu'elle est donc à la tête de cette organisation, de ce syndicat aujourd'hui, des travailleuses et des travailleurs étudiants postdoctoraux et postdoctoraux de l'Université Laval, d'abord en tant que secrétaire générale et ensuite à titre de présidente à partir de mars 2022. C'est bien ça, hein, Cynthia? Absolument. Et donc, ce syndicat regroupe notamment des étudiants ayant des contrats d'auxiliaire de recherche et d'enseignement et des stagiaires postdoctoraux. Et donc, le mouvement syndicaliste s'inscrit dans une vision de justice sociale pour elle et défend des valeurs d'équité et d'égalité auxquelles Cynthia souscrit et dont elle est fière de défendre. Merci beaucoup, Cynthia, d'avoir accepté donc, notre invitation. Premier tour de table, au fur et à mesure, on va le faire comme ça avec la présentation de tous nos invités, de Gemba et puis de Linda tout à l'heure. Linda, Cynthia, quand vous avez entendu cette nouvelle, d'abord, on sait effectivement que vous vous positionnez et vous représentez ce soir le STEP, hein, mais vous pouvez quand même nous donner votre avis. Quand vous avez eu cette nouvelle, quel a été votre ressenti ou quelles sont les premières choses que vous avez exprimées? Vous avez la parole. Donc, merci. Merci, Mélina, pour l'introduction. Moi, quand j'ai lu, en fait, l'annonce, je me suis amusée à décortiquer qu'est-ce qui était écrit dans l'annonce. Puis, de prime abord, quand tu lis l'annonce comme ça peut paraître comme une bonne nouvelle pour les étudiants internationaux parce que ça va permettre, en cette période d'inflation, notamment avec un coût de la vie qui augmente, on sait, sans des salaires qui augmentent de manière subséquente, ça va leur permettre d'avoir un revenu supplémentaire pour subvenir à leurs besoins. Mais quand on décortique vraiment l'annonce, puis on pense aux conséquences à long terme puis à court terme pour les étudiants internationaux, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Puis on invite nos membres, puis on invite les étudiants internationaux à prendre cette mesure avec beaucoup de prudence. Premièrement, la première chose qui m'a fait tiquer un peu, c'est qu'il s'agit d'une mesure temporaire. Ça veut dire que ça ne va pas permettre aux étudiants internationaux de maintenir les supposés avantages monétaires qui sont soulevés par plusieurs d'entre eux sur du long terme. Puis aussi, du point de vue d'un employeur, ce que ça fait, c'est on peut se demander, mais quel type d'employeur va engager quelqu'un pour un an, sachant que dans un an, le type de service que la personne peut offrir ne sera pas le même. Ensuite, le deuxième point, puis ce que je trouvais assez intéressant dans la formulation de l'annonce, c'est qu'ils mettent bien en évidence que les étudiants étrangers aideront le Canada à remédier à la pénurie de main-d'œuvre. Et là, je trouve que c'est un choix de mots qui est assez intéressant parce qu'on se demande, est-ce que cette mesure est pour les étudiants internationaux ou est-ce que cette mesure est pour, dans le fond, aider le gouvernement puis aider le Canada à sortir d'une impasse, comme on sait présentement, qui est au détriment, dans le fond, de plusieurs entreprises. Puis, si j'y vais honnêtement, là, ce que j'ai pensé en lisant ça, c'est que c'était une forme d'exploitation, une forme de cheap labor, puis qu'il n'y avait pas vraiment d'avantage pour les personnes qui étaient visées par cette approche, donc pour les étudiants internationaux. Après, le gouvernement donne, si on s'amuse à lire l'annonce, le gouvernement donne comme premier argument que ça va aider les étudiants internationaux à avoir plus d'expérience de travail ici au Canada et ça va se traduire par une augmentation de la disponibilité des travailleurs après la pandémie pour contribuer à augmenter la croissance économique. Puis encore là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'adresse pour les étudiants internationaux qui ont un permis d'études. Puis ici, le mot-clé, c'est vraiment un permis d'études. C'est le permis d'études qui leur permet, dans le fond, d'occuper un emploi qui était à l'époque de moins de 20 heures par semaine hors campus, puis qui est aujourd'hui illimité. Mais la réalité d'un étudiant international, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que leur permis d'études, c'est un permis qui est à temps plein. Leurs frais de scolarité, ça leur coûte environ 4 à 5 fois plus cher qu'un étudiant canadien. Leur permis d'études, ça leur permet après de faire des demandes pour avoir un permis de travail, puis ensuite, éventuellement, pour ceux qui désirent, d'appliquer pour une citoyenneté. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit quand on voit ce genre d'annonce. C'est quoi la finalité, dans le fond? Puis l'argument de l'expérience, je le trouve un peu drôle dans le sens que on sait que la majorité des emplois qui vont être accessibles rapidement, ça va être des emplois qui sont précaires parce qu'ils demandent peu de qualifications. Puis donc, des emplois qui sont majoritairement non syndiqués, avec des faibles salaires, des conditions de travail qui ne sont pas toujours optimales, puis qui ne sont pas nécessairement liées au domaine d'études. Puis,
ça, c'est pas des emplois qui sont pas liés au domaine d'études. Pour un étudiant international, c'est pas très pertinent dans son cheminement professionnel parce que ça compte pas dans ses années après pour demander la résidence permanente. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte quand on voit une mesure comme ça. Oui, ça permet d'un sens d'avoir un revenu supplémentaire, je vais dire, mais aussi, il y a beaucoup de phases cachées qu'il faut mettre de l'avant puis qu'il faut dire aux étudiants internationaux. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup pour cette première réponse, Cynthia, qui est déjà pas mal argumentée. Linda Marie-Clémence Agbo, merci donc pour d'être présente également. Donc, une présentation aussi brève pour vous. Donc, depuis mai 2018, vous avez entamé effectivement un doctorat en médecine moléculaire à l'Université Laval. Vous êtes doctorante finissante, c'est ce qu'on dit, je crois. Hein. Voilà, donc félicitations pour ça aussi. Et fruit de double cursus fondamental et clinique, vous êtes donc détentrice d'une maîtrise bilingue en biologie du cancer obtenue à l'Université de Montpellier en France et vous avez entamé la recherche après avoir obtenu 2 baccalauréats, l'un en analyse biomédicale au Bénin et l'autre en biologie moléculaire et cellulaire à Montpellier. L'étendue de l'implication de Linda Marie-Clémence Agbo est très, très long. Il faudrait des CV, des feuilles et des feuilles pour expliquer son implication. C'est aussi la présidente actuelle de l'Allier, mais elle intervient en tant qu'étudiante internationale, justement, parce qu'elle a un regard sur cette question-là. Linda, vous avez donc la parole pour votre première interprétation. Même question, quand vous avez eu cette information, quelle a été votre réaction? Merci beaucoup, Mélina, et puis bonsoir à tous nos participants et participantes. Je pense que j'ai eu la même réaction que Cynthia. Ma réaction était mitigée. C'est sûr que moi, je l'ai lu de bout en bout, cette annonce, et puis sur le coup, je me suis dit, il y a des avantages et il y a des inconvénients à cette offre-là. Et pareil, je pense que je ne sais pas pourquoi, mais je pense que tous les étudiants internationaux, en tout cas, pas les nouveaux peut-être, mais les anciennes personnes qui étaient là auront eu la même lecture. C'est que, mais après, je pense que ça a été honnête aussi, puisque la première raison de cette mesure-là a été justement, M. Fraser l'a mentionné, c'est pour permettre de diminuer la pénurie de main-d'œuvre. Donc, je pense que d'une certaine manière, ils ont quand même été honnêtes, ils n'ont pas caché la raison de la levée de la mesure du maximum de 20 heures en dehors du campus. Mais après, il faut savoir lire entre les lignes aussi, dire que ça permet aux étudiants internationaux de se faire de l'expérience tout en sachant qu'avec un permis d'études, tes années d'expérience ne sont pas reconnues après tes études. Il faut vraiment lire entre les lignes. Et pourquoi c'est mitigé? Parce que oui, ça va permettre sur un temps donné aux étudiants internationaux d'avoir aussi une rentrée d'argent un peu plus élevée, dépendamment, mais c'est le même gouvernement qui a mis en avant plusieurs arguments plusieurs années en arrière, comme quoi, justement, on ne peut pas lever cette mesure parce qu'on veut qu'ils prennent en compte leurs études, on veut on veut qu'ils maximisent justement le temps qu'il faut pour leurs études puisqu'ils sont là pour ça. Et en parallèle, du coup, il faut que maintenant ils puissent aller sur le marché de l'emploi. Mais aller sur le marché de l'emploi, il faut aussi ouvrir la possibilité à ce que cette expérience professionnelle qu'ils vont faire, si on la reconnaît comme expérience professionnelle aujourd'hui, qu'elle soit reconnue après le diplôme, que les étudiants puissent faire valoir cette expérience-là, ce qui actuellement n'est pas le cas. Autre chose, mais elle va lever plusieurs étudiants sont hyper contents puisqu'ils vous auront plus besoin de demander des permis de travail pour pouvoir faire des stages en dehors du campus. Parce qu'il faut savoir qu'avant, quand la mesure était encore à 20 heures, il y a des étudiants qui ont des stages obligatoires à faire en dehors du campus et qui sont obligés de le faire sur 35 heures comme des professionnels. Et donc là, ils sont obligés de faire une demande de permis de travail spécifique pour faire leur stage. Mais avec cette levée-là, les étudiants qui rentrent dans ce cadre-là pourront justement ne pas faire cette demande de permis de travail. Donc, c'est aussi ça l'avantage que moi, je trouve dans
dans cette mesure. En tout cas, l'un des avantages que je trouve pour cette mesure. Je ne vais pas aller long, mais je vais m'en arrêter là pour qu'on puisse avoir le temps de débattre d'autres avantages. Merci. Merci beaucoup pour cette première réponse, Linda, et puis ce regard aussi. Alors, arrive notre présentation à Gembay Garsandje, qui est doctorant en relations industrielles, adjoint administratif à la direction générale de la planification. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, parfait, d'accord. Donc, adjoint administratif à la direction générale de la planification, de la prévention et de la protection en santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux de Québec. Gembay Garsandje est le fruit d'une triple formation économique, études internationales et relations industrielles, titulaire de 3 maîtrises obtenues respectivement au Tchad, N'Djamena, aux États-Unis à Old Dominion University, à Norfolk, et au Canada, donc à l'Université Laval. Il fait montre d'une longue expérience en animation, en organisation de structures de jeunesse, ainsi que des activités de développement. Il a été en charge de la Croix-Rouge jeunesse au Tchad de 1989 à 2000 et chargé de suivi de la cellule de liaison et d'information des associations féminines, la CELIAF, pendant plus de 3 ans. Coordonnateur d'un projet de microfinance auprès du PNUD et le HCR. Les questions de genre et de planification stratégique des projets sont ses points forts. En plus de ses activités personnelles, Gembay faisait de la consultation auprès des associations des jeunes et autres organisations à N'Djamena pour les questions de gestion pour la gestion du temps, du personnel, de structuration et de renforcement des capacités des organisations de base. Les questions de politique et de développement de l'Afrique sont ses préoccupations quotidiennes. Gembay, vous qui êtes en relations industrielles, quand vous avez entendu justement cette nouvelle, quelle a été votre première impression? Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Mélina, bonsoir Linda, bonsoir Cynthia et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en ligne. Les dames ont presque tout dit, mais moi, quand j'ai entendu la nouvelle, ma première réaction a été de, c'est quoi excusez-moi le terme, cette nouvelle? En fait, pour moi, ça n'a rien de nouveau parce que d'abord, on dit que c'est une mesure temporaire. Ça va durer 1 an et 15 jours. Et j'ai dit, voilà les catastrophes dans les familles africaines, surtout que je connais bien. Donc, c'est une mesure temporaire. On va pas tout de suite jeter des cailloux au gouvernement. On va pas tout de suite lever le drapeau rouge, mais on doit quand même mettre le feu orange pour dire aux gens, faites attention. D'abord, c'est une décision économique et politique, ce qui signifie que les conséquences sociales sont là pour ceux qui prendraient cette nouvelle pour une manne qui tombe du ciel. Il ne faudrait pas oublier que le premier objectif des étudiants internationaux, c'est de venir étudier au Canada. Ça, c'est l'objectif affiché. Quoique derrière chaque objectif affiché, il y a des objectifs inavoués qui pourraient être le désir ou la volonté de résider au Canada après les études. Mais pour y arriver, il faudra réussir ses études. Ça, c'est la première étape. Et une telle nouvelle a un grand risque de créer de potentielles déceptions, aussi bien pour ces étudiants internationaux que pour leurs proches ou pour ceux qui les financent. Parce que arrivé ici, les gens ont joué des pieds et des mains et en quelque sorte vendu leur âme au diable pour pouvoir être ici. Et il faudra prendre ça avec précaution. Donc, c'est une nouvelle qui, pour moi, je ne dirais pas que c'est un non-événement, mais surtout, c'est un piège à con. Voilà. Donc, c'est le moment pour moi aussi de présenter donc, notre intervenant externe qui connaît bien, évidemment, toutes ces questions-là, puisqu'il a lui-même été également membre de l'Allier en maîtrise, d'origine haïtienne également, Maître Claude Junior. Merci d'avoir accepté donc notre invitation.
Claude Junior Charles, qui vient de la République d'Haïti, depuis son arrivée à l'Université Laval, il s'est toujours démarqué par son désir de représenter, de défendre les intérêts des étudiantes et des étudiants, les intérêts des étudiantes et des étudiants, oui. Et il était administrateur au conseil d'administration de l'Association des étudiantes et des étudiants inscrits aux études supérieures, l'ALIE, donc. Puis, il en a été donc le vice-président au droit étudiant. Il a travaillé sur la formation obligatoire sur le plagiat, dénommé Choisir l'intégrité, qui est disponible sur son portail Internet et accessible à toute la communauté universitaire. Claude Junior a été aussi responsable des affaires internes de l'Association des étudiants haïtiens et haïtiennes de l'Université Laval, puis le coordonnateur. Donc, pour conclure, Claude Junior Charles s'est impliqué à la table du pain, la guignolée étudiante, entre autres, et aujourd'hui, il est maître en droit des affaires, auditeur à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et avocat régulièrement inscrit au barreau de Port-au-Prince en Haïti. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Vous êtes en Haïti, là, Maître Claude Junior. Vous suivez de très près l'actualité des étudiantes et des étudiants ici au Canada. Vous avez bon nombre de connaissances aussi. Quand vous avez entendu cette nouvelle, vous allez nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on a surtout besoin de votre point de vue sur le point du droit. Qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce que ça évoque pour vous? Bonjour tout le monde. Bonjour Linda, bonjour Mbaye, bonjour Cynthia. Et bonjour Mélina et bonjour à tous les autres et toutes les autres qui sont avec nous. Merci Mélina et Simon pour cette invitation. Mais je vais d'abord commencer par dire comment est-ce que je me suis senti, donc comme les autres, et quand j'ai appris cette nouvelle-là. Contrairement aux autres, et qui ont, dès la première minute, qui ont eu un petit peu de réticence par rapport à ce qui allait être dit donc, lors de cette annonce. Moi, il y avait que contentement, enthousiasme et joie. Et pourquoi contentement, enthousiasme et joie? Parce que quand je suis arrivé à l'Université Laval, il y avait un ami qui m'avait dit, et mon frère, au Canada, on ne fait pas de cadeaux. Quand on te donne quelque chose, tu prends, tu poses les questions après. Après avoir accepté, tu poses les questions. Si tu n'acceptes pas, tu laisses, tu pars. Parce qu'au Canada, dans les pays comme le Canada, on ne fait pas de cadeaux. Donc, voilà pourquoi quand j'ai appris cette nouvelle-là, donc j'ai tout de suite eu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de contentement, beaucoup de joie, etc. Mais après avoir pris le temps, le soin, donc, de bien prendre en lecture de tout ce qui a été dit lors de cette annonce, à savoir et donner la possibilité aux étudiants internationaux donc de travailler donc plus de 20 heures par semaine. Et là, j'ai commencé à me poser certaines questions, à savoir pourquoi maintenant, pourquoi cette décision maintenant, pourquoi est-ce que cette décision est limitée dans le temps. Donc, c'est à ce moment que j'ai réalisé, comme si je ne m'abuse, Cynthia vient de le dire, qu'il y avait ce fameux jeu de mots, à savoir aider le Canada. Mais quand on aide, on apporte son soutien, mais on ne reçoit rien en retour. Ou encore, on fait semblant de nous donner quelque chose en retour, mais normalement, il n'y a pas vraiment de retour par rapport à ce qu'on offre en termes de soutien, en termes d'aide. Et je crois aussi que la décision qui a été prise par le gouvernement est une décision purement et simplement politique et économique. Purement politique et économique. J'insiste là-dessus et je maintiens ce que je dis. C'est une décision purement et simplement politique et économique. Et pas, bon, c'est vrai que je ne peux pas dire que les étudiants internationaux ne vont pas obtenir quelque chose en retour, mais c'est vraiment donc dans l'intérêt du Canada, dans l'intérêt du Québec et au détriment des étudiants internationaux. Donc, telle a été mon impression quand j'ai appris la nouvelle concernant cette décision donc de donner la possibilité aux étudiants internationaux de travailler plus de 20 heures par semaine. Merci beaucoup. Est-ce que, Maître Claude Junior, vous avez eu
des contacts avec des étudiants haïtiens qui ont évoqué cette question-là avec vous depuis cette nouvelle? Oui, naturellement, je suis toujours connecté avec ma communauté. Donc on en discute souvent et on partage certaines préoccupations. Et donc, pour donner mon point de vue par rapport à cette annonce, donc permettez que je fasse une intervention qui va peut-être durer pas beaucoup, mais ça va prendre quelques temps. Alors, méthodologie oblige, je dois commencer par souligner que le Canada puise l'essence de son système juridique dans le droit civil ou encore la common law. Et quand on parle de common law ou encore droit coutumier, donc c'est un droit qui n'est pas écrit ou encore un droit qui n'existe dans aucun code. Et c'est un droit ou encore qui existe que dans les décisions rendues antérieurement, un droit qui évolue avec le temps. Tandis que pour la tradition civiliste, eh bien, elle suppose un code civil auquel on se réfère pour résoudre tout conflit généralement quelconque. Eh bien, par rapport à tout ça, il y a uniquement le Québec qui se trouve dans cette tradition civiliste-là, ou encore contrairement au reste du Canada qui implique ou encore qui applique la common law. Eh bien, à côté des lois ou encore à côté des mesures législatives qui peuvent être adoptées par le Parlement ou encore par les législatures provinciales, eh bien, il faut citer les règlements. Et comme ces structures, à savoir le Parlement ou encore les législatures provinciales, eh bien, ne peuvent pas tout faire, eh bien, elles prennent des lois pour donner un ensemble de pouvoirs au ministère ou encore à d'autres organismes gouvernementaux afin qu'ils puissent adopter des règlements sur des questions bien précises. Et c'est le cas, par exemple, du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui fixe les conditions de travail, entre autres, des étudiants internationaux sur le campus ou encore hors campus. Eh bien, le 7 octobre dernier, le ministre fédéral de l'immigration, des réfugiés, de la citoyenneté a annoncé que la limite de 20 heures hebdomadaires imposée aux étudiants internationaux sera levée. Donc, c'est-à-dire, elle sera valide du 15 novembre 2022 au 31 décembre 2023. Donc, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi limiter cette autorisation dans le temps? La première question que je me suis posée. Eh bien, sur le permis d'études des étudiants étrangers, eh bien, des conditions sont imposées. Des conditions qui leur font injonction d'accepter un emploi sur le campus ou hors campus de l'établissement s'ils respectent les critères d'admissibilité prévus au règlement sur l'immigration, bien entendu à l'article 186, alinéa V, F ou encore W. Et en parlant de règlement, il faut souligner qu'en son article 186, alinéa V, troisième paragraphe, il stipule que l'étranger peut travailler au Canada sans permis de travail s'il est titulaire d'un permis d'études et si à la fois il travaille au plus 20 heures par semaine au cours d'un semestre régulier de cours, bien qu'il puisse travailler à temps plein pendant les congés scolaires prévus au calendrier. Là, sans langue de bois, sans embâche, nous sommes dans la légalité puisqu'il s'agit là d'une disposition d'un règlement qui a été pris par un ministère, à savoir le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Eh bien, dans ce même ordre d'idée, il faut aussi mentionner cette fameuse phrase des conditions qui dit « Les études doivent constituer votre principale activité ». Donc, dans la logique de travailler plus de 20 heures par semaine, eh bien, les études maintenant seront-elles toujours une activité principale pour les étudiants internationaux? Mais écoutez bien, là, on nous dit qu'on peut travailler plus de 20 heures par semaine. Donc,
les études ne sont plus notre activité principale. Or, c'est ce que dit le ministère. Là, c'est une deuxième question que je me suis posée. Maintenant, pourquoi cette décision maintenant? Pourquoi limiter cette autorisation dans le temps? Les études seront-elles toujours une activité principale pour les étudiants internationaux? Eh bien, telles sont les questions auxquelles donc, je vais essayer donc, de donner quelques éléments de réponse ou encore de faire passer mon point de vue et par rapport à tout ça. D'abord, rappelons que l'étudiant étranger, comme je viens de le dire, doit faire de ses études une activité principale. Donc, soudainement, l'étudiant étranger peut travailler plus de 20 heures hors campus. Qu'en est-il du fait de faire de ses études une activité principale? L'étudiant étranger qui ne respecterait pas cette condition pourrait être demandé de quitter le Canada, pourrait ne pas avoir droit à la sélection permanente, pourrait ne pas avoir droit à la résidence permanente, alors que maintenant, donc, il peut travailler plus de 20 heures par semaine. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, je suis heureux de dire que la réponse est simple et limpide. Selon le ministre canadien de l'immigration, Sean Fraser, eh bien, qu'est-ce qu'il avait dit? Nous devons composer avec une économie qui a 1 million d'emplois disponibles. Et les employeurs ont la difficulté à trouver le nombre de travailleurs nécessaires en cette période de reprise économique et de croissance. Donc, c'est une décision qui a été prise, premièrement, pour répondre aux enjeux de pénurie de main-d'œuvre qui touchent de nombreux secteurs partout au Canada et soutenir l'économie canadienne dans sa reprise post-pandémie. Alors, on pourrait comprendre et dire que les étudiants étrangers ne sont pas oubliés que quand il s'agit de boucher des trous. Les étudiants étrangers ne sont pas oubliés que quand il s'agit de les utiliser ou encore de les exploiter. Moi, c'est ce que je pense par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce que je comprends. Et il s'agit là d'une vision purement utilitariste. Je ne l'ai pas dit. C'est Claire Launay, la vice-présidente de l'organisme Le Québec, c'est nouveau qui l'a dit. Eh bien, la décision du Canada, eh bien, cette décision s'inscrit dans une vision purement et simplement utilitariste. On utilise les étudiants que pour boucher des trous. Point barre. Bien entendu, donc je dois aussi apporter quelques bémols. Donc, je ne vais pas affirmer du bec et des ongles que cette décision ne va pas aider un tout petit peu. J'ai bien dit un tout petit peu. Et pas du tout ou encore, tant tout comme diraient les Québécois ou Québécoises. Pourquoi? Parce que l'étudiant étranger qui souhaiterait immigrer au Canada, particulièrement au Québec, pourrait faire valoir le nombre de temps qu'il a travaillé pour la reconnaissance de l'implication de l'expérience québécoise. Mais à cela, il y a quelque chose qui est d'une extrême importance. Mais on dit que l'étudiant pourra travailler et ce nombre de temps pourra être utilisé pour la reconnaissance de l'expérience québécoise. Maintenant, à cela, on peut ajouter un bémol. Les étudiants, c'est certain qu'ils vont occuper, comme ça a toujours été le cas pour la majorité d'entre eux, eh bien, ils vont occuper souvent des emplois peu qualifiés. Des emplois peu qualifiés et que la nouvelle politique encouragera davantage d'emplois dans les secteurs les moins bien rémunérés de l'économie. Donc, Linda vient de le dire tout à l'heure. Au moment des études, oui, on travaille, mais après les études, on ne va pas reconnaître le travail qu'on avait fait. C'est vraiment un apport intéressant à ce moment précis de nos discussions et de nos échanges, parce que on va laisser la parole à la présidente du STEP, Cynthia, qui a, avec son organisation, avec le STEP, dans le cadre de la préparation de cette rencontre, le STEP a décidé d'interpeller ses membres et de faire passer un questionnaire pour avoir l'avis des membres du STEP. Et on trouve ça vraiment très intéressant. Et on va passer la parole justement à Cynthia pour qu'elle puisse nous dire ce qui ressort
Donc, le STEP a juste procédé à un court sondage auprès de nos membres, en fait, pour savoir quelle était leur opinion par rapport à la mesure dont on parle, donc la possibilité de travailler 20 heures de plus par semaine hors du cadre universitaire. Et donc, c'était une consultation des membres du STEP, une consultation Internet. Comme je l'ai dit, le but, c'est de connaître l'opinion des étudiants. Et ici, on parle autant des étudiants canadiens que des étudiants internationaux. Le sondage a été lancé le 9 novembre sur notre page Facebook par envoi courriel et sur notre site Internet. Après 2 jours, on avait déjà 115 répondants. Puis après un courriel de rappel le 15 novembre, on a pu fermer le sondage le 17 novembre avec 190 répondants. Donc, les résultats, en tout, c'est ça, on a eu 190 répondants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des répondants qui étaient dans chacune des facultés, donc 17 facultés différentes représentées. Majoritairement, à 25 c'était des gens qui venaient de sciences et génie. Ensuite, à 20 de sciences sociales, à 9 en lettres et arts, 8,4 en sciences de l'éducation, 7,9 en foresterie, géographie et géomatique, 6,5 en droit et 5,3 en sciences de la vie, de l'agriculture et de l'alimentation et en sciences de l'administration. Donc, les caractéristiques des répondants, on avait un peu plus de 50 qui étaient des étudiants internationaux, puis quand même un bon 36 qui étaient des étudiants qui ont la citoyenneté canadienne. Le cycle d'études, majoritairement, c'était des étudiants en doctorat. On avait quand même une bonne proportion aussi qui étaient des étudiants de 2e cycle et quelques-uns qui étaient des étudiants de 1er cycle. Donc, de manière générale, quand on leur demandait quelle était la principale source de financement dans leurs études, la majorité répondait que c'était des emplois rémunérés et ensuite des bourses d'études. Et quand on demandait quel emploi occupez-vous présentement, la majorité aussi occupait des emplois sur le campus, donc à 45 Puis, on peut rajouter à ça le 30 des gens qui occupaient et un emploi sur le campus et un emploi hors campus. Donc, c'est près de 75 de notre échantillon qui occupait un emploi sur le campus. Donc, quand on leur demandait « Êtes-vous pour ou contre cette décision-là de supprimer le 20 heures de travail hors campus? » Ici, on voit que majoritairement, nos membres étaient pour la décision. Cependant, ce qui est intéressant quand on va arriver plus tard, c'est de voir les raisons pour lesquelles ils étaient pour, puis c'est un peu contradictoire de leur position pour ici. Donc, ensuite, quand on leur demandait quelle était votre préférence entre un emploi sur le campus et un emploi hors campus, si vous voulez travailler plus de 20 heures, la grande majorité encore, c'était qu'ils préféraient travailler sur le campus. Maintenant, si on passe aux réponses des étudiants internationaux seulement, donc on a enlevé les réponses d'étudiants canadiens. Donc, on voit que nos étudiants internationaux, il y avait 103 personnes. Majoritairement, au 3e cycle, les proportions sont quand même assez semblables. Ici aussi, c'est à peu près les mêmes proportions pour « Êtes-vous pour ou contre la décision? » Les étudiants internationaux sont majoritairement pour. Ensuite, quand on leur demande à eux quelle est votre principale source de financement, ça reste que c'est les emplois rémunérés suivis des bourses. Donc, il n'y a pas grande différence entre notre échantillon total, puis entre la population totale, puis l'échantillon des étudiants internationaux. Puis quand on leur demandait « Occupez-vous un emploi présentement? » Donc, sur le campus, ça restait en majorité. Sur le campus et hors campus qui suivaient, puis finalement, seulement 20 occupaient un emploi hors campus. Et près de 9 n'avaient pas d'emploi présentement. Ensuite, quand on regarde s'il y a des différences entre les gens qui ont répondu pour, contre ou les gens qui ne se sont pas prononcés, on voit encore ici qu'on a un échantillon qui est assez homogène. Si on regarde, par exemple, en fonction de leur statut, les gens qui étaient pour ou contre, c'est presque les mêmes proportions partout. Un peu plus élevé chez les résidents permanents, par contre. Pour le cycle d'études aussi, un peu plus de gens au 2e cycle qui étaient pour, mais ça reste relativement dans les mêmes chiffres. Ensuite, quand on demande en fonction de la principale source de financement, il y a quand même des différences pour les bourses d'études. Les gens qui avaient des bourses d'études étaient un peu moins pour que les gens qui n'avaient pas de bourse d'études.
ou plus ou moins indifférents. Donc, on peut comprendre peut-être que cette mesure ne les touche pas parce qu'ils ont des bourses d'études. Et quand on regarde la position des membres en fonction de leur lieu de travail, on voit aussi que ceux qui travaillent sur le campus aussi est un peu moins pour que les gens qui travaillaient hors campus, évidemment parce que cette mesure ne touche pas vraiment les étudiants qui ont un emploi sur le campus. Donc, maintenant qu'on passe aux questions ouvertes, on avait 2 questions ouvertes. On a demandé aux étudiants, qu'est-ce qui motive votre position pour ou contre? Puis là, dans le pour, on avait en grande majorité des questions de situation financière. Donc, les étudiants me disaient qu'ils étaient capables de s'organiser selon leur situation. Donc, c'est un choix personnel, c'est à eux de décider. Ça leur permettait d'augmenter leurs revenus pour payer notamment les frais de scolarité qui sont élevés, les dépenses courantes, puis toutes les dépenses qui sont liées à l'immigration. Ça permet de pallier au manque de main-d'œuvre et de contribuer à l'économie. Ça augmente les possibilités d'emploi. Par exemple, comme Linda l'a dit tantôt, pour un étudiant qui veut faire un stage hors campus, ça lui permet de travailler sans limite de temps. Pour les gens qui étaient contre, comme aussi mes collègues l'ont soulevé, c'est que le travail risque de devenir la principale source d'activité au détriment de la diplomation. C'est une utilisation inadéquate de la main-d'œuvre, puis ça, c'est accompagné d'un manque de reconnaissance pour notamment obtenir la résidence permanente. Il faudrait mieux favoriser le travail sur le campus. Ça, c'est quelque chose de très intéressant qui pourra peut-être revenir dans nos discussions. Mais le travail sur le campus est vu comme un travail, surtout pour les étudiants de cycle supérieur, qui donne des opportunités, puis qui donne de l'expérience qui est pertinente pour le permis post-diplôme. Ça dévalorise le travail effectué. Cette mesure, en fait, dévalorise le travail effectué par les étudiants gradués, puis ça met en danger l'équilibre des étudiants pour la conciliation travail, études et famille. Ensuite, quand on leur demandait qu'est-ce que vous voyez comme impact positif ou négatif sur plusieurs aspects de votre vie, ça peut être la famille, les finances, les études. Comme impact positif, le premier impact, c'était, comme on peut se douter, l'impact financier. Donc, ça augmente le revenu, puis permet de diminuer la précarité, selon les répondants. Sur un niveau professionnel, ça permet d'acquérir de l'expérience professionnelle, puis cette expérience-là peut nous amener à être embauchés après dans l'emploi qu'on occupe à temps plein. C'est ça, donc pour les étudiants qui seraient vers la fin de parcours, ça permet de trouver un emploi à temps plein plus rapidement. Puis, ça permet de réduire la pénurie de main-d'œuvre. Comme impact négatif, pour les études, on voit un impact sur les études de peut-être un plus haut taux d'absentéisme, abandon des cours, mauvaises notes, baisse de la productivité et de la réussite. Ça pourrait aussi avoir comme impact à long terme d'allonger le temps qui est pris pour les études. Sur la santé, ça peut augmenter le niveau de stress puis la surcharge de travail, qui aurait des effets négatifs sur la santé mentale et sur la santé physique. Puis au niveau professionnel, c'est que la possibilité des employeurs de solliciter davantage d'étudiants étrangers pour travailler plus d'heures. Donc, cette pression au niveau d'employeurs, puisque maintenant, ils n'auraient plus de limites. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est une utilisation, dans le fond, des étudiants comme du cheap labor. Finalement, ce que nous, en tant que syndicat, on a un peu essayé de faire ressortir du sondage qu'on a eu, c'est que c'est une mesure qui est à prendre avec beaucoup de prudence. Ce que nous, on recommande aux étudiants internationaux, c'est vraiment de chercher à garder un équilibre entre leur travail et leurs études, étant donné que les études sont leur priorité, puis ça leur permettrait de terminer leurs études avec succès. Ensuite, c'est que du point de vue d'un syndicat, une mesure de la sorte, ça ne permet pas de favoriser les intérêts, que ce soit les intérêts sociaux, les intérêts économiques, les intérêts de santé de nos membres. Puis ça amène nos membres à travailler dans des milieux précaires, comme je l'ai dit au début. Puis nous, l'impact qu'on peut avoir, nous, en tant qu'organisation démocratique, c'est vraiment de travailler pour améliorer les conditions de travail de nos membres, puis d'interpeller les instances qui prennent ces décisions, le gouvernement et les employeurs, puis de travailler de manière collective avec les syndicats pour offrir aux travailleurs, que ce soit les travailleurs canadiens ou les travailleurs internationaux, de leur offrir des meilleures conditions de travail. Ça passe vraiment par un dialogue social tripartite entre les 3 parties principalement concernées dans cet enjeu. Puis, cette mesure-là offre peu ou pas de flexibilité de la manière dont elle est faite présentement. Donc, si une mesure de la sorte devrait être implantée, il faudrait vraiment qu'elle puisse offrir une flexibilité aux étudiants internationaux
oui, s'ils travaillent plus de 20 heures, qu'ils puissent, ou soit, je donne des exemples, ça peut être autre chose, mais qu'ils puissent soit continuer leur processus à temps partiel ou avoir d'autres mesures d'accommodation, par exemple, que leur temps de travail, de l'expérience qui est censée contribuer à l'économie, l'expérience qui contribue à l'économie, que cette expérience aussi contribue à leur nombre d'heures pour l'obtention de leur résidence permanente par la suite. Donc, il faudrait que ce soit une mesure qui soit favorable pour les deux parties, non seulement pour le gouvernement. Donc, c'est ce qui mettrait fin aux réponses du sondage. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter au STEP, puis ça nous fera plaisir de discuter davantage. Merci. Merci beaucoup pour, je crois qu'on peut applaudir hein, cette présentation de Cynthia pour le STEP. Je vais donner la parole à Gembay Garsandji, puis on va revenir tout à l'heure, évidemment, Maître Claude Junior Charles et puis Linda aussi, et puis nos participants aussi dans la salle, et puis vous aussi, si vous avez déjà des questions, ou en tout cas des commentaires, vous pouvez partager avec nous dans le chat. Gembay, au vu de ces résultats, là nous sommes bien ancrés dans la discussion, quelle réaction avez-vous? C'est bon. Comme dans tout sondage, il faut remarquer qu'il y a quelques incohérences pour des gens qui sont déjà en emploi, qui ont des emplois à l'université, qui travaillent hors campus et qui disent que ils sont pour la mesure. Je vais dire ça de manière grossière. Nous avons 24 heures dans la journée. S'il faut travailler plus de 20 heures, c'est-à-dire travailler à plein temps, ça fait 7 heures par jour. On a besoin de 8 heures de sommeil pour avoir une bonne santé. On a déjà gaspillé 15 heures. Il nous reste 9 heures pour étudier. Est-ce que c'est suffisant? Il faudra faire très attention parce que 9 heures, il faudra maintenant considérer dans les 9 heures les heures de cours et les heures de travaux personnels. De manière grossière, voilà ça. Et en tant qu'être humain, on a aussi des moments de plaisir, des moments de loisir. Qu'est-ce qui nous reste pour nous consacrer vraiment au travail? Et tout à l'heure, quand j'ai dit, dès que j'ai appris la nouvelle, ma première réaction, voilà une catastrophe pour les familles africaines. Il y a 3 cas de figure. L'étudiant qui est envoyé ici au Canada par ses parents qui se sont saignés va consacrer plus de temps à chercher de l'argent. Et comme jeune, cet argent va suffire pour ses plaisirs personnels. Échec. Les parents qui se sont saignés vont dire, bon, on t'a envoyé pour étudier, tu ne nous ramènes rien. On va couper les vivres. Lui, il a travaillé 1 an. On va lever la mesure. Il ne peut plus travailler plus de temps hors campus. Échec, plus perte de cet avantage qu'il a eu temporairement. On va prendre le cas des étudiants qui sont venus par des bourses d'organismes, à l'exemple des bourses de la francophonie. Ils ont obligation de réussite pour leur année académique. S'il échoue, la bourse ne sera pas renouvelée. OK. Échec, non-renouvellement de bourse, levée de la mesure temporaire. Catastrophe. Et maintenant, celui qui a joué des mains et des pieds pour arriver par ses propres moyens, celui-là, c'est avantageux pour lui. Mais pour continuer et réussir et avoir sa résidence permanente, il faut qu'il finisse par un diplôme pour pouvoir, parce qu'il est arrivé comme étudiant. Il faut avoir un permis de travail post-diplôme avant de pouvoir faire la demande de résidence permanente parce qu'il faut un certain nombre d'années d'expérience selon la nouvelle loi. Je parle du Québec. Échec, pas de diplôme, mesure temporaire levée, plus de possibilité de faire la demande de résidence. Donc, tout ça, ce sont des conséquences d'une mesure politique et économique qui n'a pas d'intérêt pour les étudiants internationaux. Et les emplois qu'ils vont occuper hors campus, on va être sincère. Quand tu as un diplôme étranger, arrivé au Québec, par exemple, c'est très, très difficile d'avoir un emploi dans ton domaine. Merci. Tu vas donc avoir des emplois précaires, des emplois non qualifiés qui ne te donnent aucun revenu substantiel. Ça va être
des revenus précaires et des emplois précaires. Et ce n'est pas avantageux pour ces étudiants-là. Merci beaucoup, Gembai. Linda, la réaction après. Donc, il y a des points qui ont été soulevés. C'est très pertinent, effectivement, à travers ces réponses et cette enquête du STEP. Vous soulevez tout cela, Maître Claude Junior aussi l'a fait par rapport à la qualité du travail hors campus et puis cette reconnaissance au niveau d'Immigration Canada par la suite. Est-ce que ça aussi, c'est une préoccupation qui vous interpelle? Oui, oui. Et puis, moi, je pense, en ayant eu l'invitation justement pour ce débat, je trouvais justement cette préoccupation très pertinente pour la recherche publique. Justement, c'est à ça que j'ai pensé quand j'ai eu l'invitation pour ce débat parce que les autres intervenants l'ont mentionné, mais un étudiant qui n'arrive pas à diplômer à temps, c'est déjà un problème pour notre université. Donc, un problème pour les associations étudiantes parce que justement, on veut que l'étudiant puisse diplômer à bonne date, comme on le dit dans notre jargon ici sur le campus. Donc, ça déjà, c'est un problème par rapport à cette mesure-là et qui deviendra après un problème pour les universités. Et ensuite, ben, il y a tout, Cynthia l'a mentionné, mais la mesure n'est même pas flexible. Elle est temporaire, oui, mais elle ne touche même pas tous les étudiants internationaux. C'est quand on l'apprend encore quelques semaines après qu'au final, cette mesure ne touche pas tous les étudiants internationaux. Justement, Linda, c'est l'occasion de mentionner cette spécificité parce qu'il y a une date, évidemment. Ça n'a pas été pris en compte pour tous les étudiants. Ce ne sont pas tous les étudiants qui sont concernés. C'est ça. Ceux qui sont concernés, c'est uniquement les étudiantes et les étudiants qui sont détenteurs d'un permis d'études valide qui a été sollicité auprès d'IRCC au plus tard le 7 octobre 2022. Moi, étant venue au Canada bien avant, je suis admissible à cette mesure. Mais si demain, je dois changer mon permis d'études parce qu'il arrive à échéance, Cynthia l'a mentionné, c'est que je commence à travailler, je fais peut-être un 35 heures dehors auprès d'une entreprise, et parce que je vais vouloir renouveler mon permis d'études, je ne suis plus éligible à cette mesure. Je vais tout de suite tomber sous le coup de la loi si je continue à travailler à 35 heures une fois que j'ai mon nouveau permis. Donc, la mesure n'est pas flexible. Elle ne semble pas forcément, elle semble adéquate pour les raisons pour lesquelles elle a été mise en place, ce que je ne remets pas du tout en cause, mais elle appelle à de la réflexion et à un choix personnel auprès des étudiants. Il faut que chaque étudiant et étudiante puisse, en connaissance de cause, faire ce choix. Et je pense que c'est l'objet du débat, c'est de justement leur permettre d'avoir toute cette connaissance de cause. Merci. Absolument. Cynthia, est-ce que vous souhaitez à ce moment précis, avant de laisser la parole à Maître Claude Junior, est-ce que vous souhaitez porter une précision? Oui. Compléter? J'ai bien aimé ce que Linda vient de dire, en fait, sur cette notion de laisser le choix à chaque étudiant. Moi, quand j'ai lu la mesure, je trouvais que ça, c'était quelque chose d'un peu problématique de laisser tous les impacts d'une telle mesure sur un choix individuel, qui n'est pas vraiment un choix individuel, mais qui est un choix individuel qui est balisé par des lois gouvernementales puis par toutes les mesures qui sont mises. Donc, est-ce que on laisse vraiment un choix individuel à une personne? Je trouve que c'était une drôle de manière d'être dit quand c'était dit quand c'était formulé dans la mesure, en fait. Puis ça, pour moi, en fait, c'est un gros problème. Puis on l'a dit, c'est une mesure qui a un manque de flexibilité. Donc, est-ce que le choix, c'est pas vraiment un choix, c'est un choix déguisant, en fait. C'est ce que je veux rajouter. J'aimais bien ce que ma collègue venait de dire. Merci beaucoup. Alors, Claude Junior Charles, vous avez la parole. Et puis, si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas. On arrive au temps de questions. Ça passe vite. Et puis, si vous avez des questions aussi, c'est le moment des interrogations. C'est le moment de partager avec nous dans le chat de discussion. Maître Claude Junior Charles. Et puis, on a déjà plein de questions dans la salle. Oui, oui. Et merci, Mélina. Mais j'aimerais dire quelque chose bien avant de terminer mon intervention. Juste une petite seconde pour que nos nombreuses personnes dans la salle puissent entendre aussi. C'est bon, tu peux y aller. Vous pouvez y aller. Oui, ouais. Alors je disais, je vais
je vais essayer de dire quelque chose bien avant de commencer, de terminer mon intervention. Vous voyez là, et ce débat est d'une extrême importance. Et Cynthia, je vais oser te dire quelque chose. Je vais oser, j'ai bien dit oser te dire quelque chose. Je suis quasiment certain à 100% que les étudiants sont bien informés de ce qui se cache derrière cette décision. Et si le STEP refait ce sondage, après avoir informé les étudiants de tout ce qui se cache derrière cette annonce, derrière cette décision, je suis quasiment certain à 100% que les résultats changeront. Sincèrement. Oui, ça, c'était juste une petite parenthèse. Alors, j'ai noté, alors, parce que là, j'étais au point de parler de l'impact sur les études des étudiants et sur la santé mentale. Et heureusement, dans le sondage du STEP, j'ai pu relever quelques éléments, à savoir les impacts négatifs. Dans un premier temps, il y a eu comme impact négatif, impact sur les études, à savoir absence, abandon de cours, mauvaise note. C'est normal. OK? En tant qu'étudiant étranger, on a une situation précaire au Canada. OK? Ça, on ne doit pas se le cacher. Donc, qui ne veut pas posséder beaucoup plus d'argent qu'il en a déjà? OK? On en a tous besoin. Donc, je veux sortir, je veux aller au DAG, je veux aller au pub. OK? Je veux amener ma blonde et acheter au coloris. Donc, quelqu'un d'autre veut amener son chum acheter quelque chose à Jonathan. Donc, je ne vais pas de publicité pour ces stores-là. Mais bon, j'essaie d'être vrai dans ce que je dis. OK? En termes d'impact encore sur la santé. OK? Donc, dans le sondage, il a été dit que, eh bien, ça peut augmenter le niveau de stress et la surcharge de travail. Mais bien entendu, Gamebye vient de donner une petite exhibition par rapport au nombre d'heures au cours d'une journée de 24 heures. OK? Donc, le peu de temps qui va rester ne va pas suffire à un étudiant étranger qui a laissé son pays, arrivé au Canada, OK? Et n'est pas habitué avec le froid, n'est pas habitué avec la charge de travail très volumineuse. OK? Donc, il y a plein de choses, il y a plein de trucs. Donc, très souvent, les étudiants étrangers, donc, ils tombent en dépression, donc, ils ne dorment pas, donc, ils vont consulter leur médecin, etc. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et je ne me rappelle pas de quelle partie dans le sondage du STEP, mais il y avait un endroit où on avait dit, OK, faire de l'emploi son activité principale. Or, selon le ministère, il faut faire de ces études son activité principale. Alors que si on donne la possibilité aux étudiants étrangers de travailler plus de 20 heures par semaine, eh bien, c'est certain qu'ils vont faire de l'emploi leur activité principale. Ça, c'est certain. OK, maintenant, juste pour continuer, et j'allais surtout souligner donc un sondage, une étude qui a été réalisée par le consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur, donc le CAPRES. Eh bien, il est clairement dit dans cette étude que les facteurs influençant la santé mentale des étudiants internationaux sont entre autres, premièrement, obstacles linguistiques, contraintes financières, on en a tous besoin, on a besoin d'argent, difficultés d'adaptation au système éducatif. Eh bien, le ministre Sean Fraser a-t-il pris en compte cet aspect-là? À mon avis, il n'en a pas besoin parce que le Canada a uniquement besoin de main-d'œuvre. Eh bien, plusieurs autres personnes doutent de l'intention sincère du gouvernement donc envers les étudiants étrangers. Eh bien, il y a Maya Labos, qui est la présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, qui s'est interrogée sur les motivations du gouvernement fédéral. Eh bien, Madame Maya Labos a souligné, que 20 heures par semaine, c'était déjà beaucoup et on s'inquiète des répercussions sur la réussite des étudiants. Cette annonce n'est pas guidée par un souci de réussite, mais par la pénurie de main-d'œuvre. Eh bien, dans mon pays en Haïti, on dirait que c'est une vérité 3 syllabes. Vérité. Eh bien, à ce stade-là, et en prenant compte de tout ce que j'ai dit préalablement, je peux affirmer, oui, dans un premier temps, la démarche entreprise par le gouvernement fédéral, oui, elle est légale parce que tout a été fait au regard de la loi, etc. Mais j'adjoins ma voix à celle de Gamebye qui eut à dire tantôt, la décision a été purement et simplement politique
en ce qu'elle avantage beaucoup plus le gouvernement au détriment des étudiants internationaux. Parce que quand on parle de conséquences sociales, eh bien, donc les étudiants étrangers, ils vont être frappés fort, très, très, très fort. Merci Donc, c'est ça ma position. Donc, merci d'avoir pris le temps et de m'écouter. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que avec tout ça, on a encore des sujets de thèse et de mémoire sur la santé mentale des étudiants avec cette variable qui vient de s'ajouter. On a une intervention dans la salle. Je vais laisser la parole à Gérard Moka, qui est lui aussi étudiant en relations industrielles. Merci d'être là, Gérard, et puis je te laisse le micro. D'abord, j'aimerais d'abord dire un grand merci aux organisateurs de cet événement, de cette activité. Et puis, comme deuxième point, j'ai suivi avec un grand intérêt les commentaires des uns et des autres, surtout l'étude que le STEP a produite. Les éléments de conclusion de cette étude-là résument un peu, d'une manière assez précise, les points de vue ou les opinions que j'ai entendues dans cette salle. Mais je dirais peut-être comme commentaire, c'est que nous sommes au niveau de la politique de l'immigration, de manière générale, cette politique-là a été faite ou a été modifiée ou modulée ces dernières années en ayant en tête comme l'idée de faire l'adéquation entre les ressources humaines et le marché du travail. Ça, c'est, comme on dit, c'est l'axe principal. Et à côté de cet axe principal, on a un deuxième axe principal, parce qu'on est quand même au Canada et au Québec, où il y a un vieillissement de la population. Donc, dans un immense pays, dans un grand pays, où ça prend les bras, les pieds pour occuper les territoires. Troisième élément, et je dirais même c'est dans l'air du temps, vous avez suivi le Premier ministre Legault dans le sommet de la francophonie. Il a annoncé une enveloppe budgétaire qui va financer des programmes de formation dans les pays francophones, mais en lien avec les métiers en tension ou en pénurie au Québec. Déjà avant ça, le Premier ministre Legault a annoncé une mesure qui, pour certains cégeps ou certaines offres de formation, les étudiants internationaux sont exemptés des frais de scolarité. Nous avons suivi au niveau fédéral, tout récemment, le ministre fédéral a annoncé la régularisation d'abord, avant la régularisation, le programme d'immigration pour les 3 prochaines années, le Canada va accueillir 1,5 million de personnes dans les 3 ans à venir. Et avant cette annonce-là, nous avons suivi, le ministre de l'Immigration fédérale a annoncé la régularisation, je peux me tromper au niveau des chiffres, je pense environ 500 000 personnes qui seront régularisées. Tout ça rejoint cette idée-là, l'immigration, elle est là pour répondre à un besoin de main-d'œuvre, de population, de prospérité du Canada ou du Québec. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nos analyses sont exactes. L'étude des STEP l'a démontré dans ses conclusions. Ce qu'il faut faire, c'est ce que les STEP, même vous avez commencé déjà à faire, c'est sensibiliser les étudiants, les sensibiliser, les préparer à ce que, oui, c'est une mesure qui peut avoir à première vue des aspects positifs, je dis des aspects positifs, mais il faut tirer attention, étant donné que notre première mission ou leur première mission, c'est qu'ils aient une bonne expérience académique, éducative.
Et puis, dans cet accompagnement, dans cette sensibilisation, je vis dans certains d'autres programmes, par exemple, le programme de permis post-diplôme, à moins que je me trompe. C'était d'abord un premier projet pilote. Après, c'est devenu un programme permanent. C'est de faire utiliser tous les réseaux associatifs, tous les courroies de transmission pour que nos préoccupations, par exemple, le programme n'est pas flexible, le programme est ceci, que ces programmes-là deviennent permanents. Merci, merci. Merci beaucoup pour cette intervention pertinente. Gambay Garsanji, est-ce que vous souhaitez rebondir là-dessus, notamment sur la sensibilisation qu'il faut naturellement faire, justement, pour que les étudiants internationaux, je reprends ce terme d'étudiants internationaux, Maître Claude Junior, hein, qui a repris beaucoup étudiants étrangers. On a banni ce terme-là pour dire étudiants internationaux. La sensibilisation semble quelque chose de très important. Comment s'y prendre? Est-ce que vous avez des pistes, Gambay? Ce que je voulais dire, c'est que quelqu'un arrive au cégep ou à l'université, c'est un adulte. Nous ne voulons pas leur dire quoi faire, mais nous leur donnons. Chez nous, on dit que quand vous avez un adulte autour du feu, les arachides ne brûlent pas. Chez nous, c'est où? C'est au Tchad. Quand on a un adulte autour du feu, les arachides ne brûlent pas. Et si tu as quelqu'un qui est assis avant, pendant que tu es en train de faire la chasse, tu sais où a atterri la pétade. C'est juste pour leur dire que c'est enthousiasmant d'entendre dire qu'on peut travailler beaucoup plus, parce que dès qu'on a déjà travaillé beaucoup plus, moi je suis un lecteur de bande dessinée, je vois Picsou avec les signes d'argent dans les yeux. Mais cet argent-là, c'est pour un an. D'ailleurs, le temps que la mesure soit mise en place et que vous trouviez un emploi, vous n'aurez pas à travailler un an. Ça, c'est certain. Parce que le processus de recrutement dure à peu près 1 mois, 2 mois pour qu'on vous recrute. Ce qui signifie que vous n'aurez pas travaillé 2 mois déjà, 1 an déjà. En plus, c'est un salaire, vous n'aurez jamais un emploi qui relève de votre capacité, vos compétences. Parce que la pénurie qui est décriée en réalité, c'est la pénurie des travaux, des emplois non qualifiés. Des cuisiniers, des dépouilleurs de poulets dans les usines, des travaux d'entretien ménager. En fait, en langage industriel, ici, c'est des emplois de préposés qui ne sont pas très bien rémunérés. Donc, après 1 an, vous aurez déjà, je ne vous le souhaite pas, et je ne le préconise pas pour vous, accumuler certains échecs pour lesquels il va vous être difficile de revenir sur le terrain. L'autre aspect qu'il faut considérer, c'est que le premier objectif pour lequel vous êtes ici, c'est d'étudier. Si vous voulez travailler plus de 20 heures, cherchez un emploi sur le campus. Sur le campus, vous avez cette possibilité-là déjà de travailler plus de 20 heures. Alors, si vous travaillez déjà plus de 20 heures au campus, le salaire que vous gagnez avec les mêmes emplois sur le campus, vous ne gagnerez pas davantage hors campus. En plus, avec les frais de transport, tout ce truc, les charges supplémentaires, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle ou encore dans le chat? Oui, on arrive quasiment à la fin de cette discussion très intéressante. On va faire une série, nous, à la chaire pour parler de tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Mbalambala. Je remercie aussi les organisateurs de cet événement. C'était très intéressant de voir tous les arguments qui ont été développés. Je voulais juste ajouter au titre des mesures qui peuvent être faites pour que les gens soient de plus en plus informés. Je pense que ce débat rentre déjà dans ce cadre-là, mais on peut aussi noter qu'au niveau il y a plus de son. Ah, on ne t'a pas entendu.
OK, Voilà. ben, je vais reprendre. Il paraît qu'on ne m'a pas entendu. Alors, je disais que, en fait, pour parler juste des moyens qui permettent aux gens d'être informés, je pense que ce débat s'inscrit déjà dans le cadre de ces moyens-là. Mais je voulais aussi souligner qu'il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises au niveau des associations, notamment l'association syndicale des étudiants, travailleurs étudiants étrangers ici. La présidente est présente ici. Il s'agit des comités comme le comité travailleurs étudiants internationaux qui aident vraiment à répondre à un certain nombre de questions qui sont liées à l'immigration, à la situation des travailleurs internationaux ici à l'université. Je crois que ce comité-là est quand même un moyen de permettre aux gens d'échanger, de s'informer. Je veux aussi souligner que dans le cadre de la modification de la loi sur le programme de l'expérience québécoise, il y a eu une grande mobilisation des étudiants au niveau du campus, ça c'était en 2019, qui montrait effectivement qu'on est toujours, les travailleurs étudiants étrangers en général sont toujours un peu comme une variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a peut-être c'est des enjeux politiques qui arrivent, on va un peu jouer là-dessus parce qu'on n'a pas souvent le droit de vote, mais on va aussi jouer là-dessus lorsqu'il faut peut-être répondre à la pression du milieu, des milieux des affaires qui ont besoin de main-d'œuvre, d'où la modification de la loi qu'on a aujourd'hui. Pour conclure, pour finir, je dirais tout simplement qu'en fait, pour faire court, là, celui qui va travailler 35 heures hors de l'université ne peut pas espérer, sous cette base-là, avoir son permis post-diplôme ou sa résidence permanente. Nous sommes là parce que, d'une certaine manière, on a besoin aussi de s'intégrer parce que la situation d'étudiants internationaux est très précaire. Des gens qui payent 5 à 6 fois plus cher la scolarité ici. C'est des gens qui doivent être inscrits à temps plein. C'est des gens qui doivent travailler pour pouvoir payer la facture. Et si en plus, ils vont travailler un peu plus, ça veut dire que leur statut, leur raison d'être au Canada va être remise en question. Et par la suite, ils ne pourront pas avoir leur permis post-diplôme ou leur résidence permanente. Donc, c'est important de mettre les études en avant. Merci. Mélina. On arrive à la fin donc, de cette rencontre avec vous, très intéressante. On en fera d'autres. La chaire publique alliée est là pour ça. Yambaï a levé la main, 2 participants ont levé la main, 3 participants, tous les participants lèvent la main. Merci beaucoup. En fait, ça va être votre tour de parole ça va être votre tour de parole pour terminer et conclure cette première partie, parce que c'est vrai. Alors, pour le coup, je donne quitus à Maître Claude Junior Charles avec l'excellente présentation de Cynthia pour le STEP. Je pense que ceux qui ont répondu n'étaient pas conscients peut-être de tous les enjeux. Et donc là, ça permet d'avoir une meilleure compréhension des enjeux. Alors, Cynthia, je vais vous laisser la parole. On va faire Linda et puis après, Yambaï, on va conclure avec vous et puis Maître Claude Junior. Donc, j'aimerais remercier moi aussi tout le monde qui s'est connecté, tout le monde qui est en salle, puis les organisateurs pour cette belle rencontre. Puis, pour terminer, j'aimerais juste conclure en disant que nous, en tant que syndicat, notre rôle, c'est vraiment d'abord et avant tout de défendre les intérêts de nos membres. Que ce soit des intérêts économiques, que ce soit des intérêts sociaux, que ce soit des intérêts de santé, on va sur le rôle large. On a déjà parlé de conscientiser nos membres. Donc, le sondage qu'on a fait, c'est une première étape qui nous a permis d'avoir le pouls sur le terrain. Maintenant, c'est à nous d'aller conscientiser nos membres. Et comment on fait ça? C'est avec de la mobilisation. Donc, si cette mesure est vraiment pour rester, puis si elle veut avoir un effet positif, autant pour les étudiants que l'économie, ça passe, comme je l'ai dit tantôt, par une certaine flexibilité, puis ça passe aussi par l'introduction d'un dialogue social entre les parties.
Donc, gouvernement, employeurs, employés, étudiants et syndicats doivent être assis autour de la même table pour arriver à un consensus qui est favorable pour tous et toutes. Après cette mobilisation de nos membres-là, ça prend aussi une pression sur les gouvernements. Pas seulement sur le gouvernement, mais aussi sur les employeurs, incluant l'Université Laval. Puis, on voit dans notre sondage que les étudiants préfèrent travailler sur le campus et travaillent majoritairement sur le campus. Alors, est-ce qu'on peut arrêter le micro de il faut poser la question. Si vous voulez avoir le temps, il faut demander sur place. Merci. Donc, pardon. Donc, on voit par notre sondage que les étudiants préfèrent travailler sur le campus et travaillent en majorité sur le campus, mais ils se trouvent quand même dans des situations financières qui sont difficiles. Puis ça devrait allumer l'Université Laval pour dire que les conditions de salaire à l'Université Laval ne sont pas compétitives et ne permettent pas aux étudiants de vivre dans des conditions non précaires. Donc, ça garde les étudiants dans une précarité. Puis, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que l'université ne soit pas autour de la table parce que c'est un enjeu qui les touche particulièrement. L'université, si vous allez lire sur le site, ça prône des valeurs d'une université qui est humanisme, investie dans le rayonnement, engagée, puis une université qui se dit défendre les intérêts de l'ensemble des membres. Eh bien, les étudiants internationaux, ça constitue une grosse partie de cet ensemble de la communauté universitaire. Puis, c'est pas des gens à mettre de côté, puis à seulement utiliser pour un financement. Les universités, sur ce côté-là, doivent aussi revoir leur politique, augmenter le nombre de boursiers, revoir les frais pour les étudiants internationaux. C'est toutes des choses qui peuvent être faites au niveau de l'université et qui malheureusement ne sont pas faites. Et pour conclure, au niveau du gouvernement, il faut vraiment alléger les exigences pour le renouvellement des permis. Puis, si on parle d'une expérience qui est valorisée, de comptabiliser ces heures-là pour avoir le diplôme, le permis post-études, pardon. Donc, c'est ce qui conclurait. Merci. Merci beaucoup, Cynthia, pour cette intervention. Juste une petite précision, c'était important effectivement que la chaire publique puisse donner la parole aux étudiants de l'Université Laval. C'est pas que l'université n'a pas voulu être à la table, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas encore initié d'invitation auprès de l'université, mais c'est un début. Croyez bien qu'on va leur envoyer tout cela et puis les commentaires et tout de cette rencontre et je pense bien que l'université répondra forcément présente pour toutes ces préoccupations. Linda, pour conclure. Oui, merci beaucoup, Mélina. Merci à tous ceux qui étaient présents, et, que ce soit en ligne ou ici dans la salle. Moi, je vais conclure, mais en vous laissant certaines informations pour vous permettre aussi de réfléchir à la chose. Parce que, oui, aujourd'hui, on discute d'une augmentation de 20 heures, etc. Mais il y a des étudiants des années auparavant qui sont passés par même 20 heures qui n'existaient pas. Hein. Ils n'avaient même pas le droit de travailler avec un permis de travail. Ensuite, ils sont passés à 10 heures et après 20 heures. Donc, il y a quand même un historique aussi qu'il ne faudrait pas oublier et il faut justement prendre en compte que si aujourd'hui on s'est retrouvé à 20 heures, c'est grâce à la lutte justement de plusieurs membres ou anciens membres étudiants et étudiantes et de plusieurs associations. Et donc, moi, je veux quand même que vous partiez d'ici en vous disant que votre voix compte et que vous devez savoir ce qu'il y a à savoir. C'est tout. Merci. Merci beaucoup pour cette belle conclusion, Linda. La parole est à Gembaï. Je voudrais remercier tous ceux qui ont pris le soin de se connecter et de se présenter ici dans la salle et également à la chaire pour avoir organisé cette rencontre. Et ça me permet pour moi de m'exprimer sur ce point parce que dès que j'ai vu la nouvelle, je me dis, mais on est en train de piéger les étudiants. Aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, je suis citoyen, mais j'ai été étudiant international pendant 5 ans et je connais le calvaire que vivent les étudiants internationaux parce que je suis passé par là. Et il faut, comme je le répétais tout à l'heure, si nous sommes devant vous, c'est pour vous aider à éviter ce piège-là. On ne va pas vous dire quoi faire, vous êtes des adultes. On ne va pas vous dire quoi choisir. Vous savez ce qui est bien pour vous. Mais on préfère vous avertir pour ne pas que vous vous disiez si je savais, si quelqu'un m'avait informé.
Euh, L'autre chose à retenir en tête, c'est que cette pénurie de main-d'œuvre-là, elle va vous permettre peut-être d'avoir un emploi hors campus. Mais lorsque l'emploi aurait atteint son plein, que fera-t-on de vous? Pensez à ça. Il ne faudrait pas juste que vous soyez des pansements provisoires pour l'économie qui est en train de s'écrouler, pour l'économie qui ne tient pas debout au Canada. D'ailleurs, les employeurs un employeur cherche un employé qui peut faire long feu avec lui, qui va durer avec lui. Et si vous êtes là, l'employeur, il va vous aurez un contrat temporaire d'1 an. Qu'est-ce qui lui prouve qu'après 1 an, il pourra toujours compter sur vous, puisque la loi est provisoire? Beaucoup de magasins, beaucoup d'employeurs préfèrent, surtout ceux chez qui il y a la pénurie d'emploi, il y en a beaucoup qui préfèrent mettre la clé sous le paillasson ou suspendre leurs activités et attendre que le plein emploi revienne. Donc, faites très attention. Si vous êtes déjà à l'emploi au campus, vous avez la possibilité de travailler plus de 20 heures par semaine. Si vous avez un emploi hors campus et que vous avez 20 heures par semaine, contactez-vous-en. Ou bien, si votre employeur vous demande d'en ajouter, faites très attention parce que votre premier objectif, votre premier désir pour lequel vous êtes venu au Canada, quel que soit celui que vous cachez derrière, c'est d'étudier, avoir un diplôme canadien et intégrer le marché du travail. Il ne sert à rien de courir, mieux vaut partir à point. Et on ne met pas la charrue avant les bœufs. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Très sage. Merci beaucoup, Guimbaye, pour tous ces bons conseils pour vous. J'espère que vous avez donc apprécié cette rencontre avec nous. C'était donc le débat de la chaire publique avec nos invités, Cynthia, présidente du STEP, Linda Marie-Clémence Agbo, Guimbaye Garsandje, et puis merci beaucoup à Maître Claude Junior qui veut peut-être dire un mot pour terminer lui aussi sur Oui, ce tout à fait. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui sont dans la salle. Vous pouvez vous applaudir. Et puis, merci à vous aussi qui êtes en ligne. Et puis, merci beaucoup de nous avoir suivis. La parole pour conclure à Claude Junior. Oui, alors, et merci Mélina. Alors, je vais essayer de terminer sous une note de sensibilisation et par rapport à ce que moi je proposerais. Et la chaire publique a déjà emboîté le pas. Le STEP l'a fait à travers le sondage qui a été réalisé donc sur les réseaux sociaux. Je pense je pense que les étudiants doivent être informés de tout ce qui est inavoué et inavouable par le gouvernement concernant cette décision qui a été prise. Et cela a déjà été commencé par la chaire publique, comme je viens de le dire, par le STEP. Et je pense que la CADEL doit emboîter le pas. Donc, heureusement, l'étudiante Linda est là et présidente de l'Allier. Donc, je pense que l'Allier doit aussi emboîter le pas. Et je pense qu'on peut aussi passer à travers l'infolettre du BVE, à travers les associations parascolaires, à travers l'émission Cheese, à travers la radio Cheese aussi. Et puis, je me rappelle quand j'étais à l'Allier, donc on avait l'habitude d'organiser des campagnes, que ce soit pour la campagne Sans oui, c'est non et le respect rien de moins, à travers des conférences avec des professeurs. Donc, on avait l'habitude de partager des informations sur les réseaux sociaux de l'Allier, etc. Et je pense qu'on doit nous orienter dans ce sens-là. Et pour terminer, je ne suis pas en train de dire que les étudiants, ou encore personne ici n'est en train de dire que les étudiants ne doivent pas ou ne peuvent pas travailler. Sauf que, pour moi, je souhaite très sincèrement que les étudiants soient bien informés, qu'ils travaillent en connaissance de cause, qu'ils le fassent de manière, comme on aime le dire au Québec ou encore à Québec, eh bien qu'ils aient ou encore qu'ils donnent un consentement libre et éclairé par rapport aux décisions qu'ils vont prendre avec leur employeur. Donc, merci de l'invitation. Merci Cynthia, merci Guimbaye. Merci Linda, merci Mélina, merci la chaire publique, merci à tous ceux qui nous ont prêté attention pendant ce débat. Merci.